Pendant près de 6 ans, l'affaire Delphine Jubilard a été racontée, analysée et disséquée dans ses moindres détails. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas reprendre évidemment toute l'enquête depuis le début. Parce qu'en juillet 2026, tout a changé. Cédric Jubilard a reconnu être à l'origine de la mort de Delphine. Il a conduit les enquêteurs jusqu'à ses restes, et certaines confidences, certains mensonges et certaines fausses pistes prennent désormais un tout autre sens. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur ces nouveaux éléments et sur ce qu'ils révèlent vraiment. Éteignez la lumière, installez-vous confortablement, vous êtes avec le veilleur de nuit et je vous emmène tout de suite du côté de Tarn. Le dimanche 19 juillet 2026, le procureur général de Toulouse rend publique une information que la famille de Delphine attend depuis presque 6 ans. Les analyses ADN réalisées par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ont parlé. Les ossements découverts 3 jours plus tôt dans un champ de Mayoc, dans le Tarn, sont bien ceux de Delphine Jubilard. En octobre 2025, une cour d'assises avait pourtant condamné Cédric Jubilard à 30 ans de réclusion criminelle pour son meurtre. Cette condamnation avait été prononcée sans corps, sans scène de crime clairement identifiée, sans armes et sans aveu judiciaire. Les jurés avaient estimé que le faisceau d'indices était suffisamment solide pour conclure que Delphine était morte et que son mari en était responsable. Cédric Jubilard avait fait appel. Et il continuait de tout nier en bloc. Puis, au début du mois de juillet 2026, tout bascule. Dans un écrit manuscrit remis à l'un de ses avocats, il reconnaît désormais être à l'origine de la mort de Delphine. Quelques jours plus tard, il est entendu par la justice. Le lendemain, il est conduit dans le Tarn. Il indique un secteur agricole situé à une dizaine de kilomètres de l'ancienne maison familiale. Des ossements y sont retrouvés. Cette découverte met fin à l'une des incertitudes les plus douloureuses du dossier. Delphine a enfin été retrouvée. Mais elle ne répond pas à toutes les questions. Le texte intégral des aveux n'est pas public. Le contenu complet de son audition ne l'est pas davantage. La cause exacte de la mort n'a pas été officiellement établie. Les restes retrouvés semblent partiels et fortement dégradés. Et la version présentée par la défense, celle d'une dispute conjugale qui aurait dégénéré, doit encore être confronté aux éléments matériels, aux anciennes déclarations de Cédric Jubilard et aux témoignages recueillis pendant près de 6 ans. Car bien avant ses aveux officiels, Cédric Jubilard avait déjà parlé. Il avait parlé à des codétenus. Il avait lancé des phrases troublantes devant des proches. Il avait donné de fausses pistes. Il avait transformé certains détails de la disparition en plaisanterie. Et surtout, il avait noué plusieurs relations avec des femmes auquel il aurait confié des fragments de récits. Un champ, une exploitation agricole, un trajet d'environ 15 minutes, des travaux qui pourraient faire réapparaître le corps. À l'époque, ces déclarations étaient fragiles, contradictoires et souvent impossibles à vérifier. Après la découverte de Mayoc, certaines résonnent autrement. Mais une information compatible avec la réalité n'est pas nécessairement une information entièrement vraie. Et lorsqu'un homme a nié pendant presque 6 ans, la dernière version qu'il donne ne doit pas être acceptée sans examen, simplement parce qu'elle a conduit enfin jusqu'à un corps. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la disparition de Delphine, sur la manière dont Cédric Jubilard a été condamné, sans que sa dépouille soit retrouvée, sur les femmes qui ont entendu ses confidences, et sur le basculement de juillet 2026. Et nous allons surtout essayer de comprendre ce que les aveux changent réellement. Parce que retrouver Delphine permet d'établir une vérité essentielle. En revanche, ça ne signifie pas encore connaître toute la vérité. Pour comprendre ce que les aveux de juillet 2026 viennent confirmer ou contredire, il faut revenir à Cagnac-les-Mines, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. À ce moment-là, Delphine Jubilard a 33 ans. Elle travaille comme infirmière.
Elle est mère de 2 jeunes enfants, et ceux qui la connaissent décrivent une femme investie dans sa vie professionnelle, attentive à sa famille, et engagée dans des projets très concrets pour les mois à venir. Son couple, en revanche, traverse une rupture profonde. Delphine et Cédric Jubilard vivent encore sous le même toit, mais leur séparation est déjà engagée. Delphine a pris contact avec un avocat. Elle cherche à organiser une nouvelle vie. Elle a demandé que certains accès bancaires soient également modifiés. Elle envisage un nouveau logement et entretient depuis plusieurs mois une relation avec un autre homme rencontré sur Internet. Selon l'accusation, Cédric Jubilard supporte mal cette évolution. Plusieurs témoins racontent d'ailleurs sa jalousie et ses tentatives pour surveiller Delphine ou obtenir des informations sur l'homme qu'elle fréquente. Des proches rapportent également des menaces. Ces paroles n'ont pas été enregistrées et elles ont été contestées, mais elles ont occupé une place importante dans l'enquête, puis au procès. Le 15 décembre 2020, la journée de Delphine est ordinaire à plusieurs égards. Elle s'occupe de ses enfants, travaille à ses démarches et elle échange avec l'homme qu'elle fréquente. Elle a d'ailleurs acheté des cadeaux pour Noël. Elle a réservé un véhicule et elle a des rendez-vous à venir. Tous ces éléments prendront une importance particulière par la suite parce qu'ils s'accordent mal avec l'hypothèse d'un départ volontaire improvisé ou d'un suicide préparé dans le silence. Le soir, Delphine se trouve au domicile familial. Les horaires précis ont été longuement discutés, tout comme l'activité des téléphones et les déclarations de Cédric Jubilard. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle échange encore des messages tard dans la soirée. Puis, après 23h, plus aucun signe de vie. 2 voisines disent avoir entendu des cris provenant de la direction de la maison des Jubilards. L'heure exacte et l'origine de ces cris ont été contestés par la défense, mais leurs témoignages ont été retenus comme des éléments importants par l'accusation. Au domicile, plusieurs détails attirent ensuite l'attention des enquêteurs. Les lunettes de Delphine sont retrouvées endommagées. Elles présentent des traces qui peuvent être assimilées à celles d'une lutte, même si elles ne permettent pas à elles seules de reconstituer une scène précise. La position de la Peugeot 207 utilisée par Delphine intrigue également. Des témoins affirment qu'elle avait l'habitude de garer la voiture dans un certain sens. Et le matin de sa disparition, la voiture aurait été stationnée autrement. Là encore, ce détail n'est pas une preuve, mais il va devenir très important lorsque les informations de juillet 2026 évoqueront précisément l'utilisation possible de cette voiture pour déplacer sa dépouille. Cédric Jubilard dira s'être couché, puis s'être réveillé au milieu de la nuit en constatant que sa femme n'était plus là. Il affirme avoir cherché dans la maison et aux alentours. À 4h09 précisément, il appelle les gendarmes pour signaler sa disparition. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, Delphine n'est pas là. Son téléphone n'est pas retrouvé. Elle n'a pas non plus pris sa voiture. Elle semble être partie sans ses affaires. Il n'existe pourtant aucune scène de crime évidente dans la maison. Et c'est l'une des caractéristiques les plus déroutantes du dossier dès les premières heures. Quelque chose paraît s'être produit, mais aucun élément ne permet encore d'en décrire clairement le déroulement. Il n'y a ni corps, ni traces de sang, ni témoins directs. Les premières recherches commencent alors. Les proches se mobilisent, des battues sont organisées, et le visage de Delphine circule dans toute la France. L'affaire devient rapidement très médiatisée. Cédric Jubilard participe à certaines démarches et il apparaît publiquement comme le mari d'une femme disparue. Mais très vite, les enquêteurs examinent de près sa version de la nuit. Ils ne partent pas d'une preuve spectaculaire. Ils accumulent des incohérences, des témoignages, des observations. C'est ce que l'on appelle un faisceau d'indices. Aucun élément ne suffit seul, mais plusieurs éléments peuvent former un ensemble beaucoup plus cohérent. Le problème, c'est qu'un faisceau d'indices permet parfois de désigner un responsable, mais sans permettre de retrouver une victime. Et pendant les années qui suivent, cette contradiction va devenir le cœur de l'affaire Jubilard. Dans les premières semaines, les enquêteurs ne peuvent pas écarter immédiatement toutes les hypothèses. Delphine a-t-elle quitté volontairement son domicile? A-t-elle été victime d'un accident? A-t-elle rencontré quelqu'un après avoir quitté la maison? A-t-elle voulu mettre fin à ses jours? Tous ces scénarios sont étudiés parce qu'une enquête sérieuse ne peut pas partir d'une conclusion pour ensuite chercher uniquement ce qui la confirme. Mais progressivement, plusieurs hypothèses perdent peu à peu de leur crédibilité.
Le départ volontaire s'accorde mal avec la manière dont Delphine a quitté sa vie derrière elle. Elle semble avoir tout quitté sans laisser de traces. L'hypothèse du suicide se heurte elle aussi au projet concret de Delphine. La cour d'assises retiendra plus tard qu'elle préparait Noël, sa séparation, un nouveau véhicule et une nouvelle existence. Rien dans les éléments présentés au procès ne permet d'établir qu'elle envisageait de se donner la mort. L'homme avec lequel elle entretenait une relation est entendu. Son emploi du temps est examiné et il est rapidement mis hors de cause. Les recherches de terrain se multiplient. Des bois, des chemins, des zones agricoles sont examinées. Certaines fouilles mobilisent des moyens considérables. Une ferme incendiée près de Cagnac-les-Mines concentre notamment toute l'attention. Parce que des propos attribués à Cédric Jubilard et à un codétenu semblent orienter les enquêteurs vers ce secteur. Mais les recherches ne donnent rien. Et plus les mois passent, plus l'enquête se concentre sur le domicile et sur Cédric Jubilard. Les enquêteurs s'intéressent d'abord au contexte conjugal. La séparation n'est plus une simple menace lancée au cours d'une dispute. Delphine a engagé des démarches. Elle veut changer de vie. Selon plusieurs témoignages, Cédric Jubilard cherche à identifier son rival. Il surveille les communications de Delphine et multiplie les investigations personnelles. L'accusation va y voir très vite le signe qu'il n'accepte pas cette séparation. Il y a ensuite les éléments de la nuit, les cris entendus dans le voisinage, les horaires téléphoniques, les déclarations sur le moment où il se serait couché puis réveillé. La position des véhicules également. Aucun de ces éléments ne montre directement Cédric Jubilard en train de tuer sa femme ou de déplacer son corps. Mais on comprend rapidement qu'ils s'imbriquent tous. Et il y a aussi son comportement. Les enquêteurs et certains proches le trouvent parfois détaché, provocateur ou contradictoire. Mais il faut être prudent avec ce type d'analyse. Il n'existe pas de comportement universel du conjoint innocent ou du conjoint coupable. Une personne peut réagir de manière étrange sous le choc sans être responsable. A l'inverse, quelqu'un peut sembler parfaitement conforme à ce que l'on attend tout en mentant. Ce qui compte davantage, ce sont les paroles précises, les contradictions vérifiables et les actions concrètes. Or, Cédric Jubilard tient parfois des propos qui commencent à semer un petit peu le trouble autour de lui. Certains propos sont rapportés par ses proches, d'autres par des personnes rencontrées après la disparition, d'autres encore par des codétenus après son incarcération. Il évoque parfois des lieux, il plaisante sur la manière de faire disparaître un corps. Il donne même des informations puis explique qu'il s'agissait simplement de plaisanteries. Il semble à plusieurs reprises jouer avec l'idée qu'il sait quelque chose, avant de revenir à son innocence. Le 18 juin 2021, il est mis en examen pour meurtre sur sa conjointe et placé en détention provisoire. Il nie tout en bloc. Pendant l'instruction, la défense insiste sur l'absence de preuves matérielles directes. Elle rappelle que le corps n'a pas été retrouvé, qu'aucune scène de crime n'a été identifiée et que certains éléments techniques peuvent recevoir plusieurs interprétations. L'enquête dure près de 5 ans. Et durant cette période, des milliers de pages de procédures sont accumulées. Des témoins sont entendus et des données téléphoniques sont analysées. Toutes les zones autour sont fouillées. Des experts vont se succéder et malgré tout ça, la question la plus simple reste sans réponse. Où est Delphine ? En 2025, la justice décide que l'absence de réponse à cette question n'empêche pas de juger Cédric Jubilard. Le procès qui s'ouvre à Albi va donc devoir examiner une accusation de meurtre dont les circonstances exactes restent inconnues. Le procès de Cédric Jubilard s'ouvre en septembre 2025 devant la cour d'assises du Tarn. L'accusé comparaît pour le meurtre de son épouse. Il encourt une lourde peine. Mais au moment où commencent les audiences, il continue de clamer son innocence. Et vous le savez, le dossier connaît un retentissement médiatique énorme, mais juridiquement, la question posée aux jurés reste classique. Les éléments présentés permettent-ils d'établir la culpabilité au-delà du doute raisonnable ? La difficulté ici, c'est que le dossier ne repose pas sur une simple preuve unique. Il n'existe pas d'image de vidéosurveillance montrant un crime, et aucun témoin n'a vu Cédric Jubilard déplacer le corps. Aucune trace biologique décisive n'a été découverte dans un véhicule ou sur un objet. L'accusation doit donc reconstruire tout un ensemble. Elle présente d'abord la vie de Delphine et ses projets. Ces éléments servent à écarter l'idée qu'elle aurait voulu disparaître de son plein gré. La cour examine ensuite les relations du couple, la jalousie de Cédric,
sa recherche de l'identité de l'amant, les menaces rapportées par plusieurs témoins et la perspective d'une rupture définitive. Elle revient sur la nuit du 15 décembre. Les cris, les lunettes, les activités téléphoniques et les déclarations de l'accusé. Puis viennent les paroles prononcées après la disparition. Des codétenus affirment avoir reçu des confidences. 2 femmes qui ont entretenu une relation avec Cédric Jubilard racontent elles aussi des propos plus que troublants. Certaines phrases évoquent un corps caché, des zones agricoles, des méthodes de mise à mort. Mais elles ne forment pas un récit unique et cohérent. Cédric Jubilard conteste ces témoignages. Il explique que certaines personnes mentent, exagèrent ou interprètent des plaisanteries. Il rappelle qu'aucune indication n'a permis de retrouver Delphine. Les jurés doivent donc évaluer non seulement ce que les témoins racontent, mais aussi leur crédibilité, leur motivation et la date à laquelle ils ont transmis leurs informations. Au fil des audiences, un tableau se dessine. La Cour retient que Delphine ne s'est pas volatilisée volontairement. Elle retient le contexte de séparation, les menaces, les comportements de surveillance, les éléments de la nuit et les déclarations postérieures. Elle estime surtout qu'aucun scénario alternatif crédible ne permet d'expliquer la disparition. Le 17 octobre 2025, Cédric Jubilard est reconnu coupable du meurtre de Delphine et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il fait appel. Cette condamnation est une étape majeure pour les proches de Delphine, mais elle laisse une impression d'inachevé. La justice dit qu'elle sait qui a tué Delphine, mais elle ne sait toujours pas comment. Elle ne sait pas non plus précisément où le crime a été commis. Et enfin, elle ne sait surtout pas où se trouve le corps. Cédric Jubilard, lui, ne donne aucune indication. Il a été reconnu coupable, mais il conserve encore une information essentielle. Une information que les enquêteurs, les magistrats et surtout la famille n'ont pas en leur possession. Cette situation va durer encore plusieurs mois. Et pendant ce temps, les témoignages des femmes avec lesquelles il a noué des relations après la disparition continuent d'occuper une place un peu étrange dans le dossier. Parce que certaines ont entendu des mensonges manifestes, mais d'autres ont peut-être entendu quelque chose de plus proche de la vérité. Après la disparition de Delphine, Cédric Jubilard ne garde pas un silence absolu. Au contraire, il parle souvent de l'affaire. Il répond à des journalistes, il discute avec des proches, il échange avec des femmes qu'il rencontre. Puis, après son incarcération, il parle avec des codétenus et entretient des relations à distance au parloir. Mais sa parole ne prend presque jamais la forme d'un aveu. Elle apparaît plutôt comme une succession de phrases un peu ambiguës. Un lieu est évoqué, puis présenté comme une plaisanterie. Une méthode de disparition est décrite sur un ton léger. Une confidence semble précise, mais elle est tout de suite contredite par une autre version. Les témoignages de codétenus illustrent parfaitement cette difficulté. Plusieurs détenus affirment que Cédric Jubilard leur a parlé de Delphine. Certains disent avoir entendu des indications sur un lieu. D'autres rapportent des détails sur la manière dont elle aurait été tuée. Mais ces récits ne sont toujours pas compatibles entre eux. Au procès, l'accusation considère que certaines confidences s'ajoutent au faisceau d'indices. La défense, elle, répond qu'elles sont invérifiables et qu'elles n'ont jamais permis de retrouver le corps. La même difficulté apparaît dans les propos tenus à des proches. Cédric Jubilard aurait parfois évoqué le fait que Delphine ne serait jamais retrouvée. Il aurait prononcé des phrases morbides sur la disparition d'un corps. Puis, lorsqu'il est confronté, il explique tout simplement qu'il plaisantait. Le mot plaisanterie, d'ailleurs, revient régulièrement. On ne peut pas affirmer ce qu'il cherchait psychologiquement à provoquer. On n'a pas accès à ses intentions, mais on peut tout à fait observer le résultat concret. Ses interlocuteurs sont déstabilisés. Les enquêteurs doivent vérifier de nouvelles pistes, et le récit devient plus confus. La parole de Cédric Jubilard semble donc avoir 2 fonctions visibles. D'un côté, elle lui permet de continuer à nier officiellement. De l'autre, elle entretient l'idée qu'il pourrait savoir exactement ce qui est arrivé à Delphine. Et c'est dans ce contexte qu'il faut examiner les femmes avec lesquelles il noue des relations après la disparition. Elles ne doivent pas être reliées entre elles. Elles n'entretiennent pas le même type de relation avec lui, ni ne rapportent les mêmes informations, et elles ne réagissent pas de la même manière. Leur point commun est d'avoir eu accès à une parole plus intime que celle donnée publiquement par Cédric Jubilard. Une parole dans laquelle il peut se présenter comme un homme injustement accusé, chercher de l'affection,
tester la confiance de l'autre et parfois laisser apparaître des éléments qui ressemblent un peu à des confidences. La découverte de Mayock ne transforme pas tout ce qu'elles ont raconté en vérité, mais elle oblige à reprendre leurs déclarations une par une. La première de ces femmes rencontre Cédric Jubilard au printemps 2021, plusieurs mois après la disparition de Delphine et avant son incarcération. Elle est connue publiquement sous le prénom de Séverine. Pour comprendre sa place dans le dossier, il faut revenir un peu aux circonstances de leur rencontre. Le 10 avril 2021, elle participe à une battue organisée pour rechercher Delphine. Et c'est là qu'elle rencontre Cédric Jubilard. Elle reconnaîtra plus tard qu'elle est curieuse et qu'elle souhaite en savoir davantage sur l'affaire. Elle l'invite à manger. Et peu à peu, une relation s'installe entre eux. Cette relation va durer environ 2 mois, jusqu'à la mise en examen et à l'incarcération de Cédric Jubilard en juin 2021. Séverine ne se présente pas comme une femme possédant la solution à l'affaire. Elle dit même avoir longtemps eu du mal à croire qu'il ait pu faire du mal à Delphine. Mais elle rapporte toujours plusieurs propos qui la troublent. Elle remarque notamment qu'il semble peu actif dans les recherches de sa femme. Cette observation reste très subjective, mais elle alimente les doutes. Surtout, elle raconte une phrase devenue célèbre dans le dossier. Au cours d'une conversation, Cédric Jubilard aurait affirmé que Delphine se trouvait dans la ferme qui a brûlé. Selon Séverine, il aurait dit cela sur le ton de la rigolade. La ferme en question se situe près de Cagnac-les-Mines. Elle avait déjà attiré l'attention des enquêteurs. Elles ne permettent pas de retrouver Delphine, malheureusement. À partir de juillet 2026, nous savons que ce lieu n'était pas le bon. Les restes ont été découverts à Mayock, dans une autre zone agricole située à plusieurs kilomètres. La phrase sur la ferme brûlée ne devient donc pas une confidence confirmée, au contraire, elle apparaît comme une fausse piste. Mais elle reste importante pour comprendre le comportement de Cédric Jubilard. Selon ce témoignage, il parle de l'endroit où pourrait se trouver le corps de sa femme. Il choisit un lieu plausible, déjà présent dans l'environnement de l'enquête. Puis il protège sa parole derrière l'humour. Séverine rapporte aussi d'autres phrases. Cédric Jubilard aurait évoqué la possibilité de faire disparaître un corps en le donnant à manger à des cochons. Il aurait parlé de l'assurance vie également de Delphine. Ces propos ne prouvent pas qu'il l'a tuée, mais ils montrent en revanche que la disparition de sa femme peut devenir, dans ces conversations, un sujet de provocation ou de plaisanterie morbide. Cette relation aura des conséquences lourdes pour Séverine. Les enquêteurs cherchent à déterminer si elle pourrait avoir aidé Cédric Jubilard ou si elle détient des informations sur le corps. Elle est placée en garde à vue pour recel de cadavre, puis relâchée sans être mise en cause. Aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait participé au fait ou protégé volontairement Cédric Jubilard. La seconde femme occupe une place différente. Elle est connue sous le prénom de Jennifer. Elle rencontre également Cédric Jubilard en 2021, avant son placement, puis entretient une relation avec lui alors qu'il est incarcéré. Leur relation se poursuit à travers des échanges et des parloirs. Entre février et avril 2025, quelques mois avant le procès, Jennifer affirme que Cédric Jubilard lui aurait fait des confidences beaucoup plus précises. Elle dit qu'il lui aurait déclaré « Je l'ai étranglé ». Cette phrase doit être présentée exactement pour ce qu'elle est, le récit d'un témoin. Elle n'est pas à ce stade une conclusion médico-légale. Elle ne correspond pas non plus à une citation officiellement publiée du procès-verbal d'audition de juillet 2026. Jennifer affirme aussi que Cédric Jubilard lui aurait dit avoir agi sans complice. Il aurait évoqué un lieu situé à 15 minutes ou 15 km du domicile. Il aurait également parlé d'une exploitation ou d'une zone agricole. Il explique que le corps pouvait être découvert si jamais l'agriculteur réalisait des travaux. Elle rapporte enfin que le corps n'aurait pas nécessairement été placé dans un trou profond, mais recouvert par quelque chose. Mais après la découverte de Mayock, la comparaison devient inévitable. Le lieu se trouve à environ 11 km du domicile familial et le trajet dure approximativement 14 minutes en voiture. Les restes sont retrouvés dans un terrain agricole. Plusieurs sources évoquent une possible dispersion liée à l'exploitation du sol ou à l'utilisation d'un monticule de terreau. Sur ces points, le témoignage de Jennifer est compatible avec la réalité découverte en 2026. La zone agricole est confirmée. Jennifer raconte également des détails sur le geste qu'il aurait mimé devant elle. Une clé de coude, une main posée sur le front, une blessure au bras. Ces éléments sont graves et ont été discutés au procès. Jennifer ne révèle pas ces informations après la découverte de Mayock.
Elle les livre avant, en 2025, et ça renforce l'intérêt de son témoignage. Jennifer explique finalement qu'elle rompt avec lui car selon elle, il y a quelque chose de très étrange autour de ça. En septembre 2025, peu avant le procès, Cédric Jubilard tente de la contacter à plusieurs reprises depuis sa prison. Le procureur général confirmera l'existence de plusieurs appels et son autorisation de contact lui sera retirée. La découverte de Mayock devient donc un élément central de l'affaire. Mais elle n'efface pas les contradictions entre les différents récits. Séverine a entendu parler d'une ferme brûlée qui ne contenait pas le corps. Jennifer a entendu parler d'une zone agricole située à une distance compatible avec Mayock. Des codétenus ont rapporté d'autres versions, parfois avec un couteau ou avec des détails qui semblaient totalement différents. Pendant plusieurs années, la parole de Cédric Jubilard semble avoir circulé sous forme de fragments. Une information réelle, une exagération, une fausse piste, une provocation, puis un nouveau mensonge. Et c'est précisément ce qui rend ces aveux de juillet 2026 difficiles à interpréter. Il intervient après des années de dénégation et après avoir déjà laissé plusieurs versions contradictoires derrière lui. Le 6 juillet 2026, la Dépêche du Midi révèle l'existence d'une lettre manuscrite adressée à l'un des nouveaux avocats de Cédric Jubilard, Maître Pierre de Buisson. Maître Pierre de Buisson parle d'un écrit détaillé contenant des aveux de culpabilité. Il raconte également que Cédric Jubilard lui aurait dit « C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme ». La défense présente alors une nouvelle version. Le couple se serait dégradé depuis plusieurs mois. Une nouvelle dispute aurait éclaté dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et cette dispute aurait dégénéré. Cédric Jubilard aurait commis un geste irréfléchi sous le coup d'une émotion qui l'aurait submergé. Il aurait ensuite déplacé le corps. Selon les informations publiées par la Dépêche et reprises notamment par RTL, la lettre évoquerait l'utilisation de la Peugeot 207 bleu marine de Delphine pour transporter la dépouille. Ce détail fait immédiatement écho à un élément discuté pendant l'enquête et au procès. La position inhabituelle de cette voiture le matin de la disparition. Mais à ce stade, aucun communiqué judiciaire complet ne donne publiquement l'ensemble du récit sur le véhicule. Ses avocats expliquent qu'ils souhaitent soulager sa conscience, donner une sépulture à la mère de ses enfants et coopérer avec la justice. Les parties civiles accueillent ces explications avec beaucoup plus de réserve. Après plusieurs années de mensonges, elles s'interrogent sur la sincérité de cette démarche. Il existe en effet un enjeu judiciaire évident. En première instance, Cédric Jubilard a été condamné pour meurtre. En appel, la défense peut désormais cesser de nier l'implication tout en contestant l'intention de tuer. La différence est fondamentale. Un meurtre suppose une volonté d'homicide. Si la défense parvient à convaincre que la mort est survenue au cours d'une dispute, sans intention de donner la mort, elle peut chercher une qualification pénale différente ou une peine moins lourde. La formule du passage à l'acte irréfléchi n'est donc pas sans conséquence. Elle ne décrit pas seulement une émotion, elle prépare un débat juridique. De la même manière, l'expression « dispute conjugale qui dégénère » peut donner l'image d'un événement soudain, incontrôlé et non préparé. Mais cette version devra répondre à plusieurs questions. Quel geste a causé la mort de Delphine? Combien de temps a duré la scène? Cédric Jubilard a-t-il interrompu son geste ou l'a-t-il poursuivi malgré les conséquences visibles? A-t-il choisi Mayock dans l'urgence ou connaissait-il déjà le secteur? Comment a-t-il transporté le corps sans être remarqué? Comment a-t-il organisé son retour au domicile et son appel aux gendarmes? Et surtout, pourquoi certaines personnes affirmaient-elles déjà, avant les aveux, qu'il leur avait parlé de strangulation, de préméditation ou d'un terrain agricole? La lettre n'apporte pas encore publiquement les réponses. Le 7 juillet, l'avocat de Cédric Jubilard confirme par mail à la justice que son client souhaite réserver les détails au magistrat et qu'il est prêt à donner les indications nécessaires pour localiser le corps. Le 15 juillet 2026, il est donc entendu à Toulouse. Selon RTL, l'audition dure environ 1h30. Le contenu complet du procès-verbal n'est pas public. Nous savons qu'il reconnaît être à l'origine de la mort de Delphine et qu'il se dit capable de conduire les enquêteurs jusqu'à l'endroit où il a déposé le corps, ce qui se fera dès le lendemain. Le 16 juillet 2026, Cédric Jubilard est extrait de la maison d'arrêt de Toulouse-Cesse. Il est conduit dans le Tarn sous escorte.
les enquêteurs se rendent dans un secteur situé au nord d'Albi, sur la commune de Mayock, entre la route de Cordes et le chemin de l'Aubre. Le lieu se trouve à environ 11 km de l'ancienne maison des Jubillards. En voiture, le trajet peut être effectué en une quinzaine de minutes. Ce détail rappelle immédiatement les propos rapportés par Jennifer, un lieu situé à 15 minutes ou 15 km. Mais les enquêteurs ne sont pas là pour confirmer un témoignage. Ils sont là pour vérifier les indications données directement par Cédric Jubilard. Le secteur est rural. Il comprend des champs, des zones boisées et peu d'habitations. Une simple route départementale passe à proximité. Ce n'est pas un lieu totalement inaccessible, mais il peut rester discret, particulièrement la nuit. Un vaste périmètre est sécurisé. Des gendarmes, des équipes cynophiles et des spécialistes des fouilles sont mobilisés. Des engins de chantier interviennent. Les routes sont contrôlées et l'accès à la zone est limité. Les sources ne donnent pas tous le même chiffre concernant le nombre exact de gendarmes présents. Certains parlent d'une trentaine d'enquêteurs dans les premières heures et d'autres évoquent ensuite plus d'une centaine de gendarmes et plusieurs unités spécialisées. Jusqu'à présent, les fouilles avaient été déclenchées par des indices discrets, des témoignages, des analyses téléphoniques ou parfois même des propos un peu ambigus. Cette fois, le lieu est indiqué par Cédric Jubilard lui-même. Selon le procureur général de Toulouse, les ossements sont retrouvés à l'emplacement qu'il désigne comme celui où il a déposé le corps de Delphine. La découverte intervient le 16 juillet. À ce moment-là, les ossements ne sont pas encore officiellement identifiés. Les enquêteurs savent seulement qu'ils peuvent être humains. Mais la probabilité qu'ils appartiennent à Delphine est immédiatement très forte. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d'autres fragments et de préserver les traces éventuelles. Plusieurs médias rapportent que les premiers éléments découverts seraient 2 fémurs accompagnés de fragments osseux. Ces informations proviennent de sources proches de l'enquête et non d'un inventaire médico-légal public. La dépêche rapporte une version particulièrement importante concernant la dissimulation. Selon le journal, Cédric Jubilard aurait placé le corps dans un monticule de terreau agricole de plusieurs mètres de haut. Il avait creusé avec les mains pour y dissimuler le corps de sa femme. Le terreau aurait ensuite été utilisé pour un épandage, ce qui pourrait expliquer la dispersion ou la dégradation des restes. Cette version est totalement cohérente avec les indications attribuées à Jennifer sur un corps recouvert et susceptible d'être découvert lors de travaux agricoles. Mais elle ne donne pas encore lieu à une conclusion officielle. Les fouilles principales prennent fin le 17 juillet. Les ossements sont envoyés à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise. Commence alors une attente très particulière. Pendant presque 6 ans, la question était de savoir où se trouvait Delphine. Désormais, il faut rendre une identité à des ossements humains. Le 19 juillet, le procureur général Nicolas Jacquet annonce que les analyses ADN ont permis d'établir qu'ils appartiennent bel et bien à Delphine. Cédric Jubilard a donc dit vrai sur le lieu. Et c'est la première fois qu'une information qu'il donne permet de retrouver directement Delphine. Mais cela ne signifie pas encore qu'il a dit vrai sur tout le reste. L'identification ADN établit un fait désormais incontestable. Des restes de Delphine se trouvaient à Mayock, dans la zone indiquée par Cédric Jubilard. Cette découverte confirme son implication dans la dissimulation du corps et donne une réalité matérielle à une affaire qui jusque-là reposait uniquement sur une disparition et un faisceau de quelques indices. Mais de l'ADN, eh bien ce n'est que de l'ADN. Il peut identifier une personne à partir d'un fragment biologique, mais il ne permet pas de déterminer la cause du décès, et encore moins les intentions de celui qui a causé la mort. Les restes retrouvés semblent partiels et fortement dégradés. Plusieurs années se sont écoulées et le terrain a été exposé aux intempéries, aux animaux et à l'activité agricole. Si le corps se trouvait dans un monticule de terreau, ensuite dispersé, les ossements ont pu être déplacés, fragmentés ou même séparés les uns des autres. Les experts doivent donc travailler sur plusieurs questions. Peut-on observer des fractures ou des traces de traumatisme ? Ces traces ont-elles été produites avant la mort, au moment de la mort, ou longtemps après, lors des travaux agricoles ? Le corps a-t-il été enterré ou simplement recouvert ? Certains éléments peuvent-ils permettre de dater approximativement le dépôt du corps ? Et enfin, la cause de la mort peut-elle encore être identifiée ? À ce stade, aucune réponse complète n'a été rendue publique.
La question de la strangulation est particulièrement sensible. Jennifer affirme que Cédric Jubilard lui aurait dit « je l'ai étranglé ». Cette déclaration avait été faite avant la découverte des ossements. Elle mérite donc d'être examinée sérieusement. Mais une strangulation peut être très difficile à confirmer plusieurs années plus tard, surtout lorsque les preuves ne sont pas réellement exploitables. Même lorsque ces éléments sont disponibles, toutes les strangulations ne laissent pas nécessairement des lésions osseuses. La même prudence s'impose pour les détails plus précis racontés par Jennifer. La façon d'étrangler, la main sur le front ou la blessure au bras. Ces éléments peuvent éventuellement être confrontés à des lésions si les os concernés sont retrouvés, mais ils ne doivent pas être intégrés comme la description certaine de la scène. L'absence d'une cause de mort médico-légale peut devenir un enjeu central du procès en appel. Si les experts ne peuvent pas déterminer le geste fatal, la justice devra évaluer la version de Cédric Jubilard à partir de sa cohérence, de ses contradictions et des témoignages antérieurs. Cela donne à sa parole une importance nouvelle. Mais cela rend aussi nécessaire de ne pas la confondre avec la vérité. Un accusé peut reconnaître un fait tout en minimisant la violence. Il peut admettre avoir causé la mort tout en contestant avoir voulu tuer. Il peut coopérer sur le lieu tout en dissimulant la préparation ou le déroulement exact. Dans ce dossier, la découverte de Mayock confirme que Cédric Jubilard détenait l'information essentielle. Elle ne permet pas encore de savoir si la mort résulte réellement d'un geste soudain au cours d'une dispute, comme le présente la défense. Et un nouvel élément rapporté par la presse vient justement compliquer cette version. Depuis le 6 juillet 2026, les avocats de Cédric Jubilard insistent sur le caractère soudain du passage à l'acte. Une dispute conjugale aurait dégénéré, une émotion l'aurait submergé, il n'aurait pas voulu tuer Delphine. Après la mort, il aurait paniqué et déplacé le corps. Cette version cherche à séparer deux moments précis. D'abord, un geste présenté comme non préparé. Ensuite, une dissimulation organisée dans l'urgence. Mais le choix de Mayock pose une question concrète. Comment Cédric Jubilard connaissait-il ce secteur ? Le terrain se trouve à une dizaine de kilomètres du domicile, il n'est pas situé sur la parcelle voisine ou sur un chemin immédiatement identifiable. Pour y conduire le corps au beau milieu de la nuit, il faut également connaître la route. La question devient plus importante lorsqu'une information téléphonique rapportée par la presse est ajoutée au dossier. Selon Le Parisien et repris par plusieurs médias, des données de géolocalisation obtenues auprès de Google montreraient que le téléphone de Cédric Jubilard se trouvait dans le secteur de Mayock le 5 décembre 2020, soit environ 10 jours avant la disparition de Delphine. Si cette information est exacte et si la localisation est suffisamment précise, elle pourrait établir que Cédric Jubilard connaissait le secteur avant la nuit du crime. Elle pourrait aussi fragiliser l'idée d'un lieu découvert au hasard dans la panique. Mais à ce stade, on ne peut encore rien déduire. Ce sera aux enquêteurs, aux experts et aux futurs jurys de déterminer ce que les données permettent réellement d'établir. Le témoignage de Jennifer ajoute une autre difficulté. Elle affirme que Cédric Jubilard lui aurait parlé de préméditation. Elle ne se contente donc pas d'évoquer une strangulation. Elle rapporte qu'il aurait préparé son geste. La défense devra également expliquer la dissimulation. Même dans l'hypothèse d'un décès non prémédité, le transport d'un corps, le choix d'un terrain et la dissimulation dans un monticule agricole supposent une série de décisions. Et ces décisions peuvent être prises dans la panique, mais elles peuvent aussi montrer une capacité rapide d'organisation. Le matin du 16 décembre, Cédric Jubilard appelle les gendarmes et présente Delphine comme étant une femme disparue. Pendant près de 6 ans, il va maintenir cette version. Il assiste aux recherches, il répond aux accusations, il laisse fouiller de nombreux endroits. Il sait, selon ses propres aveux, que Delphine se trouve ailleurs. La question de l'intention ne concerne donc pas le moment où se déroule le drame. Elle concerne aussi les décisions prises après. Cacher le corps, mentir, donner de fausses pistes et conserver le secret malgré la souffrance de ses proches. Juridiquement, ces actes ne prouvent pas automatiquement l'intention d'homicide initial. Avant juillet 2026, le procès en appel de Cédric Jubilard devait commencer le 21 septembre à Toulouse. Il devait reprendre un dossier déjà jugé en première instance, mais toujours contesté par l'accusé. La défense aurait de nouveau insisté sur l'absence de corps, sur les limites des expertises et sur les incertitudes du faisceau d'indices. Ce procès ne peut plus se dérouler de cette manière.
Cédric Jubilard reconnaît désormais être à l'origine de la mort. Il a indiqué un lieu. Des ossements y ont été retrouvés et identifiés. De nouvelles expertises doivent être réalisées. Les parties doivent pouvoir examiner les résultats, demander des contre-expertises et confronter les déclarations aux éléments matériels. Le 21 juillet 2026, à l'issue d'une réunion au Palais de justice de Toulouse, la Cour d'appel annonce le renvoi du procès au premier semestre 2027. Et ce report n'est pas une formalité. Il montre que le dossier judiciaire vient d'être profondément modifié. La première question du procès de 2025 était « Cédric Jubilard a-t-il tué Delphine ?» En 2027, cette question restera juridiquement posée, parce que l'appel remet la condamnation en discussion. Mais elle ne sera probablement plus le centre exclusif des débats. Les nouvelles questions seront beaucoup plus précises. Comment Delphine est-elle morte ? Quel geste Cédric Jubilard reconnaît-il exactement ? Ce geste montre-t-il une intention de tuer ? La mort a-t-elle été précédée d'une préparation ? Mayock avait-il été repéré avant la nuit du 15 décembre ? Cédric Jubilard a-t-il agi seul ? Et aussi, pourquoi choisit-il de parler seulement après sa condamnation en première instance ? La défense dispose désormais de plusieurs arguments. Elle peut mettre en avant les aveux, la coopération, la localisation des restes et les regrets exprimés. Elle peut expliquer que Cédric Jubilard veut enfin permettre à la famille d'organiser une sépulture. Elle peut demander au jury de tenir compte du fait qu'il a fini par parler. Et elle peut surtout soutenir que la mort n'était pas voulue. Selon cette ligne, une dispute aurait provoqué un geste incontrôlé, le déplacement du corps serait une réaction de panique, et les années de silence seraient le résultat de la peur, de la honte et de l'enfermement dans le mensonge. Les parties civiles et l'accusation pourront opposer une autre lecture. Cédric Jubilard n'a pas parlé spontanément au lendemain des faits. Il a laissé les proches de Delphine vivre sans corps, sans sépulture pendant presque 6 ans. Il a donné de fausses informations. Il a présenté certaines phrases comme des plaisanteries. Il n'a reconnu sa responsabilité qu'après une condamnation à 30 ans et à l'approche d'un nouveau procès. Elles pourront également soutenir que la version actuelle cherche à réduire la responsabilité pénale sans livrer toute la vérité. Si les ossements révèlent des lésions incompatibles avec sa version, la stratégie de minimisation peut s'effondrer. Si les données téléphoniques montrent un repérage précis, l'hypothèse de la panique peut être fragilisée. Et enfin, si l'expertise ne permet pas de déterminer la cause de la mort, le débat reposera davantage sur la cohérence des déclarations et sur les témoignages antérieurs. Le futur procès devra aussi répondre à une question morale que le droit ne formule pas toujours de cette manière. Quelle valeur donner à des aveux lorsqu'ils arrivent après des années de mensonges et après une condamnation ? Vous l'aurez compris, le travail de la justice sera précisément de séparer ces différentes dimensions. La découverte de Mayock oblige désormais à relire tout ce qui a été dit depuis décembre 2020. Mais cette relecture doit éviter 2 erreurs opposées. La première serait de considérer que tous les témoignages étaient faux parce qu'aucun n'avait permis de retrouver Delphine avant les aveux. La seconde serait de considérer qu'ils sont désormais tous confirmés parce que certains détails correspondent au lieu découvert. La réalité est en fait bien plus complexe. Prenons d'abord la fausse piste de la ferme brûlée. Cédric Jubilard aurait dit à Séverine que Delphine se trouvait dans cette ferme. Les recherches n'ont rien donné. Mayock se trouve ailleurs. Cette déclaration est donc contredite sur le plan géographique. Elle ne nous apprend pas où se trouvait Delphine. Elle nous apprend en revanche que Cédric Jubilard aurait été capable de désigner un faux lieu et de présenter ensuite sa phrase comme étant une plaisanterie. Les propos sur les cochons fonctionnent de la même manière. Ils ne correspondent pas à ce qui est aujourd'hui rapporté sur la dissimulation du corps. Ils peuvent être une provocation, une référence morbide ou une manière de détourner l'attention. Le témoignage de Jennifer demande une analyse beaucoup plus détaillée. Le champ ou l'exploitation agricole correspondent à Mayock dans leur idée générale. La distance de 15 minutes ou 15 km, selon les propos, est compatible avec les 11 km et les 14 minutes de trajet. La possibilité d'une découverte lors de travaux agricoles est compatible également avec l'hypothèse d'une dispersion liée à l'exploitation du terrain. Ces correspondances sont suffisamment nombreuses pour que le témoignage ne puisse plus être écarté comme une pure invention sans rapport avec la réalité. Mais plusieurs éléments restent en dehors de toute confirmation.
La strangulation, la préméditation et la description du geste ne sont pas établies. Il est donc possible que Jennifer ait entendu une confidence partielle. Cédric Jubilard aurait pu révéler le type de lieu et la méthode générale de dissimulation, tout en modifiant les circonstances de la mort. Il est aussi possible qu'il ait mêlé des détails réels à une mise en scène destinée à renforcer son emprise ou son importance dans la relation. La découverte de Mayock ne prouve donc pas que la justice aurait ignoré une localisation évidente. Elle montre plutôt que les fragments disponibles n'étaient pas suffisants pour identifier le bon terrain. Et c'est finalement l'indication directe de Cédric Jubilard qui permet de passer d'un cercle de plusieurs kilomètres à un point précis. Cette situation révèle quelque chose de central dans l'affaire. Pendant presque 6 ans, Cédric Jubilard semble avoir conservé le contrôle sur la seule information que personne d'autre ne possédait entièrement: le lieu. L'affaire Delphine Jubilard comporte désormais 3 vérités différentes. La deuxième est une vérité matérielle. En juillet 2026, Cédric Jubilard a reconnu être à l'origine de la mort. Il a conduit les enquêteurs jusqu'à Mayock. Des ossements ont été retrouvés sur ses indications et l'ADN a confirmé qu'ils appartenaient bel et bien à Delphine. Cette découverte met fin à une absence qui durait depuis presque 6 ans. Delphine n'est plus recherchée. Ses restes ont été retrouvés et sa famille sait enfin où elle se trouvait. Mais la troisième vérité reste incomplète. C'est la vérité des circonstances de sa mort. La défense présente aujourd'hui un homme qui aurait été dépassé par une dispute, puis enfermé dans le mensonge. Cette version est possible en théorie, mais elle doit être confrontée à tout ce que le dossier contient. Les menaces rapportées, les éléments de la nuit, les décisions prises après la mort et les fausses pistes. Le futur procès en appel, reporté au premier semestre 2027, devra faire tout ce travail. Il ne devra pas seulement décider si Cédric Jubilard mérite une peine différente parce qu'il a fini par coopérer. Il devra déterminer si cette coopération correspond à un récit complet ou non. Les femmes avec lesquelles il a noué des relations après Delphine ne sont pas responsables de cette histoire. Elles ne sont pas des complices désignés. Elles sont des témoins de la manière dont Cédric Jubilard parlait après les faits. L'une a entendu une fausse localisation et des plaisanteries morbides. L'autre a rapporté des détails dont certains correspondent aujourd'hui au lieu retrouvé. Leur témoignage montre que la vérité a peut-être circulé par morceaux, mêlée à des mensonges suffisamment nombreux pour empêcher de l'identifier. Il faudra attendre les expertises, les nouveaux actes d'enquête et le procès pour savoir si les ossements peuvent encore raconter quelque chose du geste qui a tué Delphine. Aujourd'hui, une chose est certaine. Pendant presque 6 ans, il savait où se trouvait Delphine. Les enquêteurs fouillaient, les proches attendaient, les enfants grandissaient sans réponse, et lui conservait cette information. En juillet 2026, il a finalement conduit la justice jusqu'à Delphine. Alors certes, ce geste permet à la famille d'avancer vers une forme de recueillement. Il permet également à l'enquête de s'appuyer enfin sur un lieu et sur des restes identifiés. Mais il ne transforme pas automatiquement sa dernière version en vérité définitive. Parce qu'après autant d'années de mensonges et d'enfermement, la question n'est plus seulement de savoir si Cédric Jubilard parle. La question est de savoir ce qu'il choisit encore de dire ou non. Alors il me tenait vraiment à cœur de parler de ce sujet car évidemment, il est énormément porté par l'actualité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tous ces nouveaux rebondissements. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche des notifications et en attendant, fermez bien la porte ce soir.